bienvenue sur My Media Prime Télévision dans le cadre de votre programme Vitrine 237 de ce dimanche. Nous reviendrons en tout cas sur plusieurs sujets d'actualité qui auront meublé l'actualité nationale et même internationale. Il est fort de noter effectivement que cette semaine a été assez mouvementée. On a constaté effectivement le retour du président Paul Biya après 3 jours passés dans le vieux continent. Il est finalement de retour au Cameroun. On se demande bien de savoir effectivement ce retour pour quel enjeu, surtout que plusieurs dossiers brûlants sont sur la table, à savoir le dossier du Covid-19, un ensemble de questionnements comme ça qui restent attendus jusqu'ici. Est-ce que ce retour va finalement permettre qu'il y ait un début de solution face à ces sujets-là? Autre chose, c'est qu'en réalité, mercredi dernier, les chefs d'État et de gouvernement d'Afrique centrale se sont réunis à Yaoundé par vidéoconférence où le chef d'État camerounais Paul Biya était l'hôte, en tout cas celui qui a présidé cette haute rencontre du sommet des chefs d'État de l'Afrique centrale. On se demande bien de savoir quel enjeu aujourd'hui finalement dans le contexte de relance économique post-Covid. Est-ce qu'aujourd'hui les réformes institutionnelles vont pouvoir permettre en fait que l'Afrique centrale se relance économiquement au regard des enjeux et même des défis qui attendent aujourd'hui l'Afrique centrale, la question effectivement d'une économie stable, d'une économie qui se crée, d'une économie qui existe à travers une émulation économique. Mais bon, nous poserons ce sujet sur la table aujourd'hui en termes d'actu, également sur le débat. Nous poserons la question autour de ce qui est appelé aujourd'hui effectivement comme un autre dossier, un autre talent, à savoir la gestion du port autonome de Douala qui fait grand bruit au moment où nous sommes avec l'audition de l'actuel chef de cette institution, de cette organisation-là. On se demande bien de savoir finalement, est-ce que les entreprises publiques au Cameroun ont finalement de la liberté ou alors ont des moyens pour exister par elles-mêmes au regard de ce qui est considéré aujourd'hui par une certaine opinion comme une sorte de cabale orchestrée autour de son actuel directeur général, Cyrus Ngor. Mais en gros, la gestion du port autonome de Douala, pourquoi cela fait problème? Est-ce que les entreprises publiques au Cameroun aujourd'hui ne sont pas des éléphants blancs? On connaît la situation d'instabilité financière et même de gestion de Cameco et plusieurs autres structures comme ça ou entreprises d'État au Cameroun qui n'arrivent finalement pas à avoir une stabilité financière ou une gestion efficiente, efficace, de manière à ce que l'argent qu'elles produisent serve efficacement ou honnêtement à pouvoir développer ces entreprises d'État. Derrière ceci, on annonce le panel, j'annonce le panel qui m'accompagne. Merci de retour sur ce plateau de vitrine 237 sur My Media Prime Télévision de ce dimanche 22 août 2021. Nous y serons jusqu'à 11h passées de 30 minutes. Déjà avec moi ici, ceux qui m'accompagnent dans le cadre de la production de cette émission de ce dimanche. Je vais commencer par vous. Vous, c'est Richard Etoke, docteur Richard Etoke, membre du bureau politique du Manidem. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Seigneur le Président avec vous ce matin pour le débat de l'affaire de la cité. Je salue aussi nos compagnons en attendant que tous les autres soient sur le plateau.
Merci. Et lui qui est déjà également là, lui c'est Célestin Ndiamel, président national de l'Alliance patriotique républicaine du Cameroun. Bonjour et bienvenue, président Célestin Ndiamel. Bonjour Sylvain, bonjour à tous les téléspectateurs de Prime Media TV et bonjour à mon copanéliste Dr Richard Etoke. Merci de m'inviter à cette très belle émission. C'est la deuxième fois que je suis présent à cette émission, je m'en réjouis. Encore une fois, merci pour l'invitation. Merci bien. Très rapidement, on prend ce sujet au pif pour entrer dans cette émission. Le président Paul Biya, 36 jours passés hors du territoire camerounais, dans le vieux continent. On se demande bien son retour au moment où nous parlons, avec des sujets brûlants, tels que la Covid-Gate, et bien d'autres choses, une nouvelle équipe gouvernementale qui reste attendue. Néanmoins, s'il y a plusieurs années ou moments-là, on peut se demander, on peut se dire tout au moins que ce retour est fort attendu, tout au moins. Oui, fort attendu, oui, c'est le cas. Il y a effectivement plein de dossiers brûlants. Je ne dis pas les dossiers en instance, mais des dossiers vraiment relativement brûlants, sur lesquels il faudra prendre une décision, légiférer dans les jours et les semaines à suivre. Bon, si je tiens compte, bon, c'est vrai déjà qu'il y avait le sommet de la CEMAC, et il est arrivé à temps pour le présider. Mais il y a effectivement ce problème du port autonome de Douala, décidé hier, le Covid-Gate, comme vous avez dit, avec toutes les auditions au TCS. Il y a beaucoup de dossiers. Bon, celui du remaniement ministériel, c'est vrai que c'est un sujet qui est rabattu continuellement. Bon, ce que sera maintenant sera après. Ça, personne ne saurait le dire. Mais, pour vous suivre, il y a des dossiers effectivement brûlants. Personne ne pourra le dire, dossier brûlant, mais tout au moins 36 jours hors du Cameroun, au moment où on passe ces moments d'impasse sur le plan sanitaire et même sur le plan économique, cela a fait soulever une polémique dans l'opinion publique sur sa capacité aujourd'hui à résider en interne et pouvoir toucher du doigt les problèmes du Cameroun. Docteur Richard Etoke. En fait, moi, je ne veux pas la question sous cet angle-là. Ce n'est pas la première fois qu'il sort, qu'il reste longtemps hors du pays. Et en réalité, le bon manager, c'est quoi? C'est celui qui sait s'entourer de l'équipe qui convient, qui assigne des responsabilités et qui vérifie que les choses se passent comme il désire selon son orientation. Je ne pense pas que le fait qu'il soit resté 36 jours hors du pays pourra avoir une incidence sur la gouvernance telle qu'elle se passe d'habitude chez nous ici. Ensuite, il faut aussi se dire qu'il y a un gros aspect... Mais on a pu constater quelque part l'absence d'une véritable sérénité au sein de l'appareil gouvernemental. On s'est posé la question bien de savoir, n'est-ce pas là l'absence du chef qui peut quand même poser le problème? C'est qu'on a pu observer là. Ce n'est pas la première fois que les choses s'emballent ici chez nous au Cameroun. On a l'habitude des choses qui s'emballent et bon, c'est comme on peut appeler ça une forme d'inertie, mais là, on a l'habitude des choses qui s'emballent ici sans qu'il y ait une réaction forte d'un pas latent. Ce n'est pas la première fois. C'est pour ça que je dis que de manière coutumière, bon, 36 jours, personnellement pour moi, je ne vois pas la différence avec les autres voyages. Mais on peut lui concéder ça parce qu'il y avait un fort problème humanitaire derrière, à mon sens. Le président, c'était probablement des problèmes de santé et ça, on sait que c'est délicat à gérer. Ok, c'est Saint-Germain. Le retour du président Paul Biya, après 36 jours, ne manque pas quand même de polémique autour. On se demande bien de savoir, 36 jours du Cameroun, avec les problèmes que connaît le Cameroun, on se demande de savoir pourquoi 36 jours hors du territoire, au moment où tous les États, où tous les chefs d'État
s'engager auprès de leur population pour mettre des options ou alors des mécanismes clairs face à la pandémie du Covid-19. Est-ce que le Cameroun est exempt des problèmes quand il est là? Je crois que faire valoir que comme il n'est pas là, il y a des problèmes, c'est un peu relativement malsain, voire même hypocrite. D'ailleurs, je dois dire que c'est un vieux débat. Je rappelle quand même qu'en 2009, il a passé 3 mois à l'extérieur. Donc franchement, aujourd'hui, remettre sur la table un tel débat me semble un peu éculé, si ce n'est même désuet. Le vrai débat de fond, c'est la question de la gouvernance, me semble-t-il. C'est pas la question pour quelqu'un comme lui qui est déjà habitué à ce genre de voyage aussi long. Bon, si j'ose dire, ce n'est pas, même si c'est rare, ce n'est pas le seul chef d'État qui met aussi long dehors. Je me rappelle que il y a un ancien président tunisien qui avait passé, je crois, 5 mois à l'extérieur. Et bon, il est rentré reprendre sa tâche comme d'habitude. Donc pour moi, ce n'est pas le débat de fond. Le débat de fond, c'est comment marche le Cameroun aujourd'hui et quels sont les écueils qui se posent aujourd'hui à l'émergence véritable du Cameroun. C'est des questions à la fois sécuritaires, parce que je rappelle quand même qu'on a une guerre dans le Lozo, qui dure depuis maintenant pratiquement 5 ans. Nous avons une crise sanitaire, même si ça touche le monde entier, la pandémie Covid-19. On a une crise quand même économique, puisque aujourd'hui encore, on a vu au sommet de la CEMAC que le taux d'inflation acceptable ou de récession s'est toléré à pas plus de 3%. On a des problèmes économiques, on a des problèmes de vie domestique quotidien au Cameroun. Ça, c'est un secret de polichinelle. Donc voilà les vrais débats. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va poser la question de l'absence momentanée du président de la République. Ce n'est pas nouveau. Donc si ce n'est pas nouveau, ce débat donc me semble un petit peu désuet quand même. Je crois que ce n'est pas à l'âge qu'il a aujourd'hui qu'on va commencer, après presque 40 ans de magistrature suprême, qu'on va se remettre à reposer les mêmes questions sans arrêt sur la table. Quelle est la portée de la question? Qu'est-ce qu'on veut savoir? Moi, je pense que les vrais problèmes, ce n'est pas à ce niveau-là, je pense. Oui, indiquer que les vrais problèmes qui ne peuvent pas être à ce niveau, on a quand même pu constater une sorte de cacophonie gouvernementale à son absence. On a vu des ministres se tirer dessus par médias interposés. Oui. Mais ce n'est pas lié à son absence. Je crois que je me rappelle à l'époque de Yan Filémon, l'ancien Premier ministre, avec Amatou Toumouna, il y avait les ordres, les instructions de la primature qui étaient totalement ignorées par l'un de ses ministres, et même par plusieurs ministres. Il y avait une vraie cacophonie. Pas plus tard, je crois qu'il y a eu un voyage de l'actuel AT en France, où il a déclaré, alors même que son Premier ministre était dans le Nord-Ouest, que le Cameroun ne peut aborder toutes les questions politiques, sauf la question du fédéralisme, alors que le Premier ministre disait exactement le contraire. Et le président de la République était présent au Cameroun. Bon, je ne crois pas que c'est un sujet qui me semble valable aujourd'hui. Je crois que c'est ceux qui n'ont pas beaucoup de choses à se mettre sous la dent en termes de sujets politiques à court, toujours après ce genre de polémique qui n'avance pas le pays. Encore une fois, M. Biya, depuis son premier voyage, date de 82, je pense qu'il était au Vatican, n'est-ce pas? Et il a l'habitude des séjours longs. Ça fait donc presque 40 ans qu'il voyage et qu'il fait des séjours relativement longs. Donc, moi, je vois. Mais vous semblez là légitimer ces séjours-là. Non, est-ce que légitimer, ça veut dire quoi? Au regard des manquements. Est-ce que c'est lié à son absence? Je ne sais pas si c'est lié à son absence du pays. Ça peut être lié à autre chose, mais pas forcément à son absence de quelques jours ou de quelques semaines du pays. Je ne pense pas. Donc, je crois que la question honnête qui devrait être posée aux Camerounais, c'est bien de savoir si le président de la République, depuis presque 40 ans qu'il est là, a fait émerger ou fait reculer le Cameroun. Voilà les questions fondamentales. Et si ce n'est pas le cas, quels sont les problèmes récurrents de ce pays? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Est-ce qu'il y a lieu, comment dirais-je, de changer l'équipe autour de soi, parce qu'on dit souvent que l'entourage du chef d'État, etc. Est-ce que le président de la République a fait ce qu'il fallait faire, ce qui était en son pouvoir pour que les choses changent depuis la prise du pouvoir le 6 novembre 82?
Voilà les questions qui me semblent fondamentales. Les questions énergétiques, les questions d'accords de coopération avec les partenaires bilatéraux, les partenaires multilatéraux, etc., etc. Donc, je pense qu'il y a des questions de fond qui ne peuvent pas être élaguées comme ça. Ce serait mieux pour tout le monde parce que les Camerounais attendent des solutions ou des réponses à la question, pas à la question du voyage du chef de l'État. Vraiment, c'est pas l'essentiel pour moi. C'est mon avis. Maintenant, ceux qui veulent en parler, ils peuvent en parler, ça c'est leur droit. Mais je pense que les questions de fond au Cameroun, c'est par exemple actuellement la guerre. Je dis c'est des milliards quand même par semaine qui vont en fuir. Et pas seulement les milliards, mais il y a aussi les pertes en vie humaine, ce qui est encore plus grave. Mais pendant que nous y sommes en guerre, Oui. en tant que chef d'État, ça n'a pas empêché qu'il sorte du territoire pour 36 jours, sur le territoire pour 36 jours. Oui, depuis 5 ans, il sort. Hein. Il était en 2000, je rappelle, en 2019, je crois, à Lyon, pour le sommet France-Afrique. Il a fait des voyages, me semble-t-il, au Sénégal. Donc, Mais ça c'est qui courrouce notre diaspora aujourd'hui, qui pense qu'il devrait rester sur place au Cameroun pour régler ces problèmes-là. Là-bas, il ne faut pas mélanger. Hein. Il y a une branche extrémiste de la diaspora qui est extrêmement infime, et la diaspora qui est active, qui est patriotique et républicaine. Il ne faut pas mélanger les choses, parce que ceux qui ne sont pas dans cette mouvance extrémiste se sentent offusqués qu'on les compare à ces gens qui ne pensent qu'à aller catcham le président. Non, je crois que il faut bien faire la part des choses. Aujourd'hui, d'ailleurs, cette Basse a subi une deuxième humiliation. Je l'avais annoncé d'ailleurs 2 jours avant cette soi-disant manifestation à Genève, et d'ailleurs les gens ont été condamnés. Ces activistes ont été condamnés par la justice, non pas camerounaise, mais suisse. Bon, c'est pour vous dire qu'ils peuvent, s'ils sont fanats d'humiliation permanente, eh bien je leur souhaite bon vent et bon appétit. Merci, docteur Richard Etoke. On a évoqué le sujet autour des accidents sur nos routes, mais en réalité, nos routes continuent, le sang continue de couler dans notre pays au moment où nous parlons. Après les affrontements dans l'extrême nord, il faut rappeler que ce week-end encore a été sanglant sur nos routes. On se demande bien pourquoi tout ce sang-là qui coule dans notre pays. On n'a pas fini de régler, de stopper le sang qui coule dans le nord-ouest et dans le sud-ouest, que plusieurs fronts comme ça à nouveau s'ouvrent sur le territoire national. Ça, c'est une très bonne question. Et il y a une vieille chanson ici chez nous qui dit que ce n'est pas la route qui tue, c'est nous qui tuons. Moi, je suis tout à l'opposé. Je vais regarder un peu. Vous savez, lorsque l'on conduit, il y a 2 manœuvres. Les 2 manœuvres les plus dangereuses lorsque l'on conduit, c'est la marche arrière et c'est le dépassement. C'est les deux manœuvres les plus dangereuses. En Occident, lorsqu'ils ont construit les routes, ils ont pensé à ça, ils se sont dit, tiens, si nous construisons des routes de telle manière que un chauffeur, en dépassant un autre, n'ait pas d'obstacle devant lui, nous éviterons au moins 70% des accidents. Donc, en fait, une route ne se construit pas comme ça. Elle se conçoit. Il faut savoir pourquoi on met une route, à quoi elle va servir. Est-ce qu'elle est utile? Tout le monde dit, ah, c'est la faute des chauffeurs, ils ont bu. Non, en fait, nous n'avons pas de route. La première cause de la mortalité, à mon sens, c'est les routes. Faites déjà les routes à double sens. C'est-à-dire que où les dépassements, ou lorsque l'on dépasse une voiture, on n'a pas un obstacle en face de soi et vous verrez d'énormes différences au niveau d'accidents. Je n'exclus pas complètement la part humaine à ces accidents, mais je dis que les routes sont mal conçues, surtout pour ces grandes distances. Regardez déjà comment dans les grandes villes, en ce moment une ville comme Douala, vous avez du mal à utiliser une voiture. Moi, la mienne, souvent, je la gare, je marche à pied. Parce qu'en fait, vous dépassez une voiture, vous n'avez pas d'endroit où stationner. Il n'y a pas de route, etc. Nous n'avons pas pensé, on n'a pas anticipé tous ces phénomènes, etc. Mais là, ça devient... Là, maintenant, on peut donc dire que c'est les causes humaines, ça veut dire que nous avons manqué de réflexion pour anticiper certains problèmes. Et ça revient toujours. Tout à l'heure, vous parlez de plein de problèmes. À la base du développement, il y a l'être humain.
Et l'être humain, c'est un potentiel. Il est intellectuel, comme du potentiel humain, il est intellectuel, etc. Quand on parle du président de la République, bon, il est la somme des consciences des Camerounais. Parce que très souvent, on a tendance à tout renvoyer, on dit, ah, le gouvernement, le président, en fait, on n'interroge pas les Camerounais, chaque individuellement primé et même collectivement, dans leur manière de penser, les gestes qu'ils reproduisent tous les jours. C'est des gestes qui aident à construire une nation, à la développer. Et c'est peut-être là où les politiques ont failli éduquer les populations. Mais est-ce que c'est pas très facile ça, docteur Richard Etoke? Pensez que ce n'est que le problème des routes qui semble être la cause du sang qui coule aujourd'hui sur nos routes. C'est la cause majeure à mon sens. Considérez qu'il y a des bonnes routes, des routes qui répondent aux normes. Parce que les routes ne répondent pas aux normes. Considérez des routes qui répondent aux normes par rapport à un certain type de trafic. Et vous verrez que les accidents vont diminuer. Je n'ai pas exclu les causes humaines. Nous savons très bien comment sont les chauffeurs, etc. Bon, certains sont astreints à des horaires de travail qui ne sont pas réglementaires. Il y a bien d'autres causes. Je dis ça, mais je dis, moi, la cause première, c'est les bonnes routes. Les routes ne sont pas conçues pour ces circulations. C'est Saint-Germain. Nos routes sont considérées aujourd'hui comme des routes accidentogènes. On n'a pas fini de pleurer les 40 morts, il y a quelques semaines de cela, qu'il ne se passe plus une seule journée au Cameroun sans qu'on enregistre sur nos routes des morts. Ce sang qui coule, je repose cette question, sans qu'on ait cessé. Celui qui coule dans le nord-ouest et dans le sud-ouest peut quand même nous interpeller, à nous interroger sur l'avenir du Cameroun. Pourquoi ce sang coule, tout au moins? Oui, un accident interpelle toujours, même quand il n'y a pas de mort, a fortiori quand il y a des morts. Donc c'est un fait qui est évident. Maintenant, les accidents en Syrie, mortels en Syrie, ne sont pas sans cause. Il y a des causes techniques, bien sûr, il y a des causes humaines, et aussi des causes liées à l'absence, j'allais dire, de répression aussi, ou de complaisance dans la répression. Donc je considère que au niveau des routes, bien sûr, le préalable c'est d'abord des bonnes infrastructures. J'ai toujours pas compris pourquoi dans ce pays, avec les larges superficies que nous avons, on se contente toujours de faire des routes étroites ou de pas les agrandir. Moi j'étais à Kinshasa à plusieurs reprises, j'étais en Tunisie et récemment encore au Tchad. C'est des pays qui sont largement comparables aux nôtres et peut-être même beaucoup moins comparables, mais j'allais dire que vous voyez les routes là-bas sont extrêmement larges, c'est des grands boulevards, et donc par conséquent c'est l'une des causes aussi qui peuvent engendrer ces accidents. Par exemple, quand vous avez une autoroute, c'est-à-dire qu'elle est toute droite devant vous, vous ne risquez pas, sauf s'il y a une vitesse hyper accélérée, hyper importante, j'allais dire, eh bien vous ne risquez pas de confronter une voiture en face, puisque c'est une autoroute. Et donc, il ne faut pas négliger cet aspect-là, me semble-t-il. Donc, il faut déjà faire des routes un peu plus larges. C'est pas le terrain, c'est pas la surface qui manque. Il y a aussi le fait de la sensibilisation, parce que je me suis rendu compte que très souvent, les agents de sécurité sur le terrain, malheureusement, au lieu de faire de la prévention et de la sensibilisation, font plutôt de l'arnaque, il faut le dire. Et tous les Camerounais de bon sens et de bonne moralité, d'honnêteté, le reconnaissent. Aujourd'hui, on a vite fait de vous demander 20-25 000 francs en cas de surpassement de vitesse, plutôt que de vous fourguer un PV et de retenir la clé de votre voiture. Je veux dire que il y a aussi ça qui compte, parce qu'à partir du moment où il y a cette complaisance, cette corruption, ce cancer de la corruption généralisée, évidemment, l'automobiliste dans sa tête va se dire, de toute façon, j'ai mon argent, si je suis attrapé, je vais glisser 3 billets 10 000 francs, ou peut-être 2 billets, et puis basta. Encore, je suis très généreux. Donc voilà l'une des causes aussi. Bon, évidemment, sur le plan humain, naturellement, il faut bien mettre en place des dispositions techniques qui permettent de vérifier l'état d'alcoolémie des gens qui prennent le volant, parce que le volant est aussi l'une des sources des accidents sur la route. Il y a des chauffeurs qui ne dorment pas suffisamment pour pouvoir se permettre de conduire sur de longues distances parfois, n'est-ce pas, des véhicules, et ils sont pas souvent seuls. Et souvent, ils sont
accompagner. Et pire encore, on parle de transport en commun, mais c'est ça le problème. Parce qu'un monsieur qui a fait, je sais pas moi, San Mélima, Yaoundé toute la journée, qui va prendre ensuite Yaoundé et Déa sans interruption, c'est déjà un danger pour les passagers. Donc, est-ce qu'il y a des moyens pour vérifier cela? Est-ce qu'il a suffisamment dormi? Est-ce qu'il a un taux d'alcoolémie de plus de 0,5% dans le corps, dans le sang? Tout ça, c'est les choses qui peuvent entraîner aussi, n'est-ce pas, voyez-vous, des accidents. Maintenant, il y a l'autre élément que nous connaissons tous, c'est le contrôle technique. Très souvent, c'est une recommandation théorique. Il suffit simplement, pour les plus assidus ou les plus disciplinés, d'aller dans un garage ou dans un centre de contrôle technique, vous faites un papier à 10 000 francs, et puis le tout va jouer. Alors même qu'on n'a pas contrôlé votre voiture. Alors la voiture, c'est quand même quelque chose d'extrêmement dangereux s'il est mal conduit ou si la voiture est déjà défectueuse en elle-même. Si le frein et les disques sont usés, si les plaquettes ne tiennent pas, on a vu en Docotier en 2017 un camion fou qui a perdu ses freins, et dans le tunnel que tout le monde connaît, ça a ramassé tous les sauveteurs et ça a fait au moins 4 morts. Donc vous voyez, et malgré ça, il y a encore des gens sur le tunnel. C'est ça que je ne comprends pas. Aujourd'hui encore, vous passez sur le tunnel, et il y a des gens au même endroit où il y a eu 4 morts. Donc il y a quand même une inconscience incroyable. Ajouter à cela une complaisance, un laxisme des autorités qui sont normalement dédiées, qui ont vocation à assurer la sécurité des gens. Donc voilà, tout cet amalgame fait que il n'est pas surprenant, et là on le déplore tous aujourd'hui, qu'il y ait encore autant de morts dans notre pays sur les routes. Et qu'on prenne au moins exemple sur d'autres pays où il y a quand même une répression utile en matière de circulation routière. Donc voilà autant d'éléments qui font qu'aujourd'hui, c'est un peu les larmes de crocodile qu'on verse parce qu'on n'a pas pris les mesures nécessaires avant pour éviter ce genre de problème. Mais vous n'allez pas demander aux gens qui ne demandent qu'à vivre en Dokoti de ne pas continuer à chercher comment vivre. C'est le Saint-Germain. Si elle a mort au bout, non, je crois pas qu'il faut leur conseiller ça. Non, si elle a mort au bout, et il y a des risques de mort très élevés quand on se met sous un tunnel. Je vous ai pris l'exemple du camion fou qui circule, les freins ont lâché comme ça pouvait être prévisible, et c'est ramassé bien. Il faut chercher l'argent, il faut être vivant pour chercher l'argent. Vous n'avez pas d'un point d'infrastructure. Aussi. Si nos métropoles ne sont pas viabilisées. Voilà. Cela devrait... Oui, j'ai énuméré tous ces genres de problèmes, c'est-à-dire que l'infrastructure, la largesse et l'étroitesse des routes, et l'inconscience des autorités, le manque de répression, la corruption généralisée, le problème de contrôle technique des voitures, et puis, tout de même, la vie avant tout. Moi, si je sais que je suis un carrefour hyper dangereux, même si je suis dans une galère atroce, je vais quand même pas aller exposer ma vie. Mais on connaît au Cameroun on existe des contrôles routiers où des gendarmes et des policiers, c'est sur eux que des gens traversent pour aller trouver la mort. Traverser comment ça sur eux? C'est-à-dire, vous avez un checkpoint, vous avez un contrôle de police et de gendarmerie ici, et à quelques mètres de cela seulement, il y a un accident. Pour cause, on vous parle du carburant frélaté, d'un véhicule qui ne remplissait pas toutes les normes. C'est pour ça que je vous parle, comment dirais-je, de la présence des autorités de la sécurité routière. Je crois qu'il y a des péages, il y a des barrages de sécurité, il y a des arrêts de sécurité, dont tout ceci, c'est de la responsabilité de l'État. Les autorités qui sont sur la route, ils font pas leur travail, je regrette de le dire ici. Je ne suis ni le premier ni le dernier à le dire. Ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, ceux qui sont chargés de maintenir cette sécurité, au-delà des problèmes que j'ai énumérés, ceux qui sont chargés de maintenir cette sécurité ne font pas leur travail. Et le dire, ce n'est pas être fâché contre eux, c'est de constater les faits et de dire que ça ne peut pas continuer ainsi parce que nous tous nous sommes en danger. Je suis automobiliste comme plusieurs Camerounais aussi, et donc ma vie aussi peut être mise en danger quand je circule. Donc j'en invite
aux autorités de faire leur travail. Si les gens ne respectent pas les normes de code de la route, ben, il faut simplement sanctionner, pas par sévérité, avec sévérité d'ailleurs, simplement parce qu'il faut prévenir la mise en danger d'autrui, et pour soi-même aussi. Donc voilà les questions. Alcool, carburant frelaté ou pas, là aussi il faut réprimer bien sûr, là c'est un autre débat, mais je veux dire qu'il est important aujourd'hui que ceux qu'on envoie sur le terrain pour la prévention routière et pour la répression fassent leur travail. C'est la cause de tous les maux, parce que les gens prennent plutôt de l'argent. Et les gens, finalement, ceux qui conduisent sont convaincus qu'il leur suffit d'avoir un petit billet de 1000 francs pour échapper à tout contrôle, tout simplement. Tant bien eux n'ont pas de papier, que les voitures n'ont pas de papier. Voilà les causes essentielles des accidents sur la route. Il faut amener aujourd'hui, verser les larmes de crocodile, parce qu'il y a des morts. Évidemment, il y a des morts, c'est insupportable par personne. Mais pourquoi y a-t-il des morts? C'est là-dessus qu'il faut se poser des questions. Et c'est là-dessus il faut se poser des questions. Rapidement, hein, un autre sujet, comme cela, Richard est OK. Le désamour, l'absence de la vérité, d'une confiance qui peut exister ou qui existerait aujourd'hui entre les populations civiles et les forces de maintien de l'ordre, pour parler de notre police. De plus en plus, on se rend compte des scandales entre les civils et les policiers. On se demande bien qu'est-ce qui peut effectivement traduire cette absence de confiance, cette absence de rapport de confiance entre l'administration policière et les civils aujourd'hui. Vous voyez, chaque jour maintenant, il y a une bagarre entre un policier et un civil. Je suis très amusé par cette question parce que moi, je n'ai pas l'impression que la population s'entend très très bien avec la police. D'abord, tout le monde a conscience que les forces de l'ordre sont d'abord là pour nous protéger la population. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce que tout à l'heure, comme disait le président Célestin, prenez un peu une voiture de transport. Par exemple, moi je fais tout le temps, par exemple, des Bombay au rond-point ici. Une voiture normalement qui est faite pour transporter 5 personnes. En transport 7. 7, parfois 8. Cette voiture part du rond-point. Elle traverse tous les postes de contrôle. Et si vous faites attention, vous remarquez au niveau des postes de gendarmerie, de police de contrôle, ils ont un carnet où ils notent le numéro de matricule de ces voitures qui font le trajet en aller-retour plusieurs fois dans la journée et avec une contribution. Tu viens, tu mets ton Djangui, comme c'est une formule de contribution, tu mets 1000 francs, tu déposes, tu fais tes allers-retours, en sachant que quand l'équipe change vers 17h ou 18h, tu mettras à nouveau la cagnotte. Bon, je veux juste que vous regardez un peu ce mode de fonctionnement, c'est-à-dire que quelque chose, une pratique est devenue coutumière. Donc, en fait, elle n'est pas dans le cadre de la loi, mais elle est devenue régulière. Donc c'est l'officieux qui devient officiel. Tout le monde le fait et personne ne s'interroge. Et ce qui donne bien, comme je disais tout à l'heure, tout le monde trouve ça normal. Personne ne se plaint. Les passagers qui sont mis comme des saucissons, en fait des sardines dans la boîte, ne se plaignent pas. Ne se plaignent pas. Le policier, lui, il laisse passer, etc. Donc, quand moi je vois cette personne tous les jours, je me dis, il n'y a pas de désamour entre eux. Maintenant, de temps en temps, il peut y avoir une crise. Hein. Même dans les ménages les plus solides, de temps en temps, il y a une crise qui arrive. On ne peut pas partir de un ou deux dérapages. Docteur Richard Etoke, vous ne pouvez pas banaliser ce qu'on observe aujourd'hui dans notre société, entre le rapport entre la police et ces populations civiles dont elle est supposée protéger ou alors assurer la sécurité tout au moins. Je n'ai pas fini mes analyses, parce qu'en réalité, comme je vous dis, si aujourd'hui, supposons entre guillemets, la population commence à penser la société autrement, donc à revoir ce rapport avec la police, si dans ce sens ça peut être utile pour la société, ça tant mieux, parce que jusqu'à présent, la société, inconsciemment ou non, a coopéré avec certains modes de faire. Elle s'est laissée arnaquer sans réagir. Quelque chose, on peut demander pourquoi les gens se laissent arnaquer tous les jours et ne réagissent pas. C'est une question de fond. Il ne faut pas demander le policier qui a... Pourquoi tu te laisses arnaquer?
Pourquoi tu vois seulement le corrupteur? Il y a toujours un corrupteur et un corrompu. Il faut être deux. Il y a quelque chose se passe. Bon, maintenant, si les crises arrivent, si on peut... Mais ça peut traduire que les policiers ne font pas bien leur travail. Mais avant, faire bien leur travail, c'était quoi? Parce qu'il y a une certaine opinion qui pense que les policiers sont devenus des bourreaux, beaucoup plus des populations civiles aujourd'hui. Moi, j'ai dit ça en me disant que, parce que la conscience est quelque chose qui évolue. Avant, peut-être il y avait des choses qu'on ne dénonçait pas. Maintenant, les populations commencent à dénoncer, commencent à lire ces rapports différemment, à y voir une forme d'abus, et donc commencent à réagir. C'est tant mieux si c'est le vent. Ça peut nous conduire vers une autre, comment dire ça, ça peut induire notre comportement envers les forces d'État. Mais ce que moi je sais, c'est que les relations entre la police et les populations jusqu'à présent ne sont pas des relations d'opposition. Au contraire, regardez un carrefour, allez, par exemple là, au rond-point. Les Benskines passent tout le temps avec les policiers. Ses amis se voient tout le temps, ils sont là. Ils sont garés là, plein en cercle. Le policier là, il les voit. Ils encombrent tout l'espace. La police est là. Ils jouent avec eux, ils s'entendent. Vous voyez les camionneurs, vous voyez, comme rond-point. On dit, ici, il ne faut pas transférer des passagers, mais ils sont là tout le temps. Ils remplissent les voitures. Les policiers sont les voies. C'est en bonne entente. C'est même pas une crise. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un accident, un ou deux accidents qui est de temps en temps, qui peut traduire un désamour. Ça peut simplement dire qu'en bon, il y a des situations où deux complices s'entendent pas et puis parviennent à s'engueuler, comme dans tous les couples, il y a des trucs. Mais moi, je ne vois pas ce désamour. Je dis plutôt que, comme disait le président, la police n'a pas très souvent un comportement adéquat. Et la population, jusqu'à présent, a laissé faire, a regardé sans réagir. Et pouvant continuer, on trouve normal que quand il y a un problème maintenant, que tu marches avec l'argent, en se disant, je vais donner de l'argent et ça ira. Un peu comme on disait tout à l'heure, pour les voies, une voiture qui passe, hein. Tu n'as pas une pièce, mais quand tu arrives, si tu tends un billet de 1000 francs, tu vas passer alors que ton dossier n'est pas complet. C'est Saint-Germain. Ces scènes se multiplient aujourd'hui. Quand vous entrez dans un poste de police, les populations dénoncent, qui sont très souvent rabrouées. La conséquence directe aujourd'hui, c'est ces affrontements entre les populations civiles, où on est carrément arrivé là à aller aux mains entre un policier et un civil. Oui, ça devient même, d'ailleurs, vous avez raison, très très récurrent. Il ne se passe pas une journée sans qu'on voit soit des policiers plus ou moins amochés, éméchés, agresser des civils, soit c'est le contraire. Donc tout ceci, ça démontre une certaine détérioration des relations entre les populations et la police. Et pourquoi? Parce que, en vérité, quand l'image de la police est aussi détériorée, aussi dégradée dans l'esprit des gens, évidemment, les populations n'ont plus confiance, n'est-ce pas, en sa police. Et donc, évidemment, la tenue n'est plus quelque chose, il n'y a plus la peur du gendarme. Hein, et ça crée un véritable dysfonctionnement dans la société. Parce que, à l'époque, tout au moins il y a quelques années, la présence d'un policier dans un quartier, la présence d'un gendarme dissuadait automatiquement, n'est-ce pas, certains faits et méfaits. Aujourd'hui, on voit bien que certains bandits de grand chemin sont parfois en relation plus ou moins nauséabonde avec certains commissariats, malheureusement, et que s'ils ont commis un méfait, au bout de 48 heures, ils sont dehors, ils sont relâchés, évidemment, les victimes vont se dire, mais attendez, nous on va faire l'affaire. La prochaine fois que on subit ce genre de choses, nous aussi on se rend justice à nous-mêmes. Ce qui n'est pas bien sûr encouragé, mais ceci est parfaitement explicable par le fait que certains commissariats, pas tous, les commissariats sérieux, ne font pas suffisamment leur travail. Ça veut dire que, moi je pense que cette histoire d'impunité, de laxisme ou de corruption dans certains commissariats, où les bandits viennent narguer leurs victimes 48 heures après les méfaits, ou même peut-être moins, crée ce désamour, justement, comme vous le disiez tout à l'heure, entre la police et la population. Bon, ce qui est dommage, c'est que souvent, quand on voit souvent certains policiers dans la route, vous savez, en principe, chaque voiture a une plaque d'immatriculation. Quand un chauffeur est en infraction, il suffit tout simplement, puisqu'il y a un bureau de transport. Il dit qu'il est policier.
Non, il a en tenu, on voit bien qu'il a en tenu. Le problème, c'est la dégradation des relations entre les populations et la police. Mais je veux dire que quand on est sur la route et qu'on interpelle quelqu'un qui est en infraction sur le code de la route, on peut très bien simplement prendre sa plaque d'immatriculation, lui envoyer un PV et ensuite le convoquer, qu'il paie ses amendes. C'est tout. Et si à mordant, ça peut aller au tribunal, il peut être condamné pénalement pour homicide involontaire. Vous avez vu l'affaire Ténor récemment, où il était un peu, semble-t-il, éméché, et ça a coûté la vie à une de nos compatriotes. Et il est aujourd'hui en prison, il me semble-t-il, n'a pas encore été libéré. Donc il faut appliquer la loi dans toute sa rigueur, parce que c'est la vie, c'est la route. Il n'y a pas que la route qui tue. C'est les hommes au volant aussi par leur méthode, par leur inconscience qui tuent. La route ne tue pas en elle-même. C'est les gens qui conduisent mal les voitures qui causent la mort des autres. Bien sûr, il peut arriver que très souvent, sur une route qui est mal éclairée, aussi il y a tellement de nids d'éléphants ou je sais pas quoi, nids de poules, eh bien ça peut être l'un des éléments qui est en train de cela. Mais au départ, c'est le comportement des chauffeurs, c'est le taux d'alcool dans le sang, c'est beaucoup de choses. Donc, moi j'ai dit qu'aujourd'hui, la police doit donner une autre image d'elle-même. Je ne suis pas sûr que dans l'école de police, on met de l'accent suffisamment sur ça. Ou alors, si c'est fait quand ils sortent de l'école, ils n'en tiennent plus compte, c'est bien dommage. Il faut aussi songer à bien payer les policiers, parce qu'un policier qui est sous-payé, évidemment, aura tendance à prendre, comme l'a dit le docteur tout à l'heure, moi aussi avant, des billets de 1000 ou les 2000 francs. Il faut bien payer les gens. On parle de l'honneur et de l'honneur. fidélité. Oui, justement, mais il y a aussi des facteurs de base. C'est-à-dire que si je suis payé 200 000 francs par mois, je suis policier avec tout le travail, tout le danger qu'il court. Mais au bout du compte, je comprends peut-être ceux qui prennent les billets de 1000 francs, parce que finalement, il a une famille à nourrir, il passe beaucoup d'heures sur la route, il est victime de tracasseries, des gens qui les agressent, des insultes et tout et tout. C'est un métier qui est difficile, qui est dangereux. À la fois, il faut soutenir la police, encourager les bons policiers à bien travailler, et à la fois, il faut dénoncer aussi les tares, parce que si on ne les dénonce pas, comment peut-on les améliorer? Donc, moi je pense qu'il y a une conjonction de problèmes qu'il faut mettre sur la table de manière honnête, de manière sincère, si on veut réellement que les choses s'améliorent. Aujourd'hui, c'est une hécatombe, vous l'avez souligné en début d'émission, c'est des 40 morts par-ci, c'est des 5 morts par-là, c'en est trop. Et donc, tant qu'on ne prend pas le temps nécessaire pour s'asseoir au bout d'une table pour dégager les vraies causes et sanctionner, et puis que les autorités administratives arrêtent aussi de lever la suspension au bout de quelques jours. Si on a donné 6 mois de suspension, il faut que le manque à gagner touche, n'est-ce pas, la société qui est responsable de ces transports sur la route. Parce que quand c'est le cas contraire, évidemment... La protection des emplois, dans le contexte qui est le nôtre, alors, protection des emplois, de plus en plus, vous choisissez le niveau du chômage. Je veux bien vous croire, mais quel choix fait... Pas me croire, c'est la réalité. Non, il n'y a pas de ça. La protection de la création... Attendez. Entre deux valeurs, entre la protection d'un emploi et la mise en danger de la vie de quelqu'un, vous choisissez quoi? Je pense qu'il faut protéger la vie. Il n'y a aucune agence, ou alors il n'y a aucun opérateur dans le secteur du transport, on a vu des agences, que ce soit dans la police, qui s'y engage. Célestin Djamène, avec pour objectif faire couler le sang. Non. Ou alors aller vers les dérives. Non, je n'ai pas dit que c'est intentionnel. D'ailleurs, très souvent, les peines dans ce cadre-là, c'est des homicides involontaires. Mais ce que je veux dire c'est que les causes, on les connaît, donc on peut les maîtriser. On peut les travailler et améliorer la situation. Mais comment punir, aller au fond dans les punitions? Comment punir et aller au fond dans les punitions des gens, des autres, sans effectivement toucher les problèmes dans le fond, en mettant en place un certain nombre d'infrastructures de base, des politiques publiques en matière de prévention ou de sécurité routière. Voilà. D'abord, vous voulez fermer les agences systématiquement, augmenter les heures de voyage, une répression administrative, permettez-moi, je crois que je n'ai pas fini. Je suis dans le temps, on sort là s'empresser. Je crois que j'ai évoqué ici tout à l'heure un certain nombre de problèmes. D'abord les infrastructures. Est-ce que tout est fait suffisamment? Non. Première cause de mortalité sur les routes. Deuxièmement, je pense que il faut évidemment aussi
protéger la vie, dont les lois rentrent en ligne de compte. Les lois sont faites pour protéger la société, pour protéger les citoyens. Et si ces lois sont appliquées avec faiblesse ou avec complaisance, il est évident que ça peut encourager certains esprits à ne pas s'améliorer. Donc, il faut une vraie répression quand l'accident est là, quand les faits sont là, mais en même temps, en amont, il faut une certaine prévention, une sensibilisation. Il y avait la question du permis à point. Permis à point consiste en quoi? Ça veut dire que si vous faites une première infraction, on vous retire 1 point sur 20, une récidive, on vous retire 5 points, et au final, vous serez emmené à reprendre vos permis de conduire aussi. Donc ça, c'est suffisamment lourd pour inquiéter ou pour mettre au pas ceux qui ne veulent pas, n'est-ce pas, respecter les lois sur le code de la route, tout simplement, sur la route. Donc, moi, je pense que il faut prendre les choses à la racine et de voir les véritables causes que j'ai citées. Je ne vais pas recommencer à les citer ici. Ce qui est important, c'est que il y a une prise de conscience de la part des autorités et qu'on arrête cette hécatombe qui a lieu chaque année parce qu'on fait des émissions dessus chaque année et rien ne change. Rien ne change. Pourquoi? Ben parce que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets, tout simplement. Oui, rapidement, docteur Richard Toquet. Oui, parce que quand je cité cet exemple, forme de coexistence pacifique entre les policiers et les populations. En réalité, quand personne ne dénonce un acte de corruption, il faut se poser des questions. Parce que si inconsciemment on se dit, ça je ne peux pas dénoncer parce qu'on se reconnaît dans cet acte-là. Alors on regarde toute la société camerounaise et on réalise qu'en fait la corruption, si on pouvait le dire, n'est pas seulement le fait de la police. C'est toute la société camerounaise qui est corrompue, à tous les étages. À partir de ce moment, on ne peut pas individuellement parler de la corruption de la police. Il faudrait simplement parler de la corruption dans la société camerounaise. À quoi est-ce qu'elle est due? Parce que nous avons à tous les niveaux, dans tous les comportements, vous voyez des formes de corruption. Voilà. Donc, c'était pour venir dire qu'on ne peut pas uniquement se focaliser sur la police. Mais la police devait être un modèle, docteur Richard. Un modèle en matière d'exemplarité dans l'agissement, dans les actions. La police est sur le plan de la corruption. La police est un modèle. Il ne faut pas confondre quelques brebis égarés, La preuve, c'est ce désamour qui est affiché aujourd'hui à ciel ouvert. En réalité, chaque individu devrait être irréprochable en société. Chaque individu, à tous les niveaux. Il est parfois très facile d'indexer les autres, mais quand vous regardez les comportements, bon, moi je suis médecin, mais pendant longtemps, on nous tire dessus. Vous allez dans les hôpitaux, et ce n'est pas à tort. Si vous allez dans les hôpitaux, il y a des choses que vous verrez qui ne seront pas agréables. Mais ce n'est pas ça. Allez dans les ministères, vous verrez des choses qui ne sont pas agréables du tout. Allez regarder les concours qui se passent, qui sont organisés. Vous verrez des choses qui ne sont pas désagréables. Vous ne pouvez pas comparer les médecins et la police parce que la police a l'autorité. La police a l'autorité d'imposer le respect de la loi. Alors, si vous reversez tout sur les citoyens qui sont très hétéroclites, parce qu'en vérité, chacun fait ce qu'il veut, pourquoi est-ce qu'on a créé la loi? Pour mettre de l'ordre. On appelle les forces le maintien de l'ordre, le maintien de la sécurité publique. Donc ils ont le devoir de faire respecter les lois, notamment sur la route. Donc si maintenant on dit que c'est tout le monde qui est corrompu, ce n'est pas faux, mais je pense que dans le cas d'espèce, la police doit faire son travail pour le bien de tout le monde, parce qu'elle est porteuse de cette autorité-là. Elle peut vous imposer de ne pas traverser ce feu, elle peut mettre une barrière de sécurité, et vous avez l'obligation de le respecter. Mais les populations sont les populations. La police impose parce qu'elle a le sceau de la loi de la République, n'est-ce pas, ce qu'il y a lieu de respecter sur la route. Et pour éviter quand même... J'ai dit tout à l'heure, tantôt, tout le monde ne fait pas forcément bien son travail. On ne peut pas généraliser, on dit que toute la police est corrompue. Non, je n'ai pas généralisé. Moi, j'ai des exemples. Il me suis arrivé un endroit, un matin. Je n'ai pas généralisé. J'ai oublié mes pièces personnelles. Donc, j'arrive en contrôle, on me contrôle. Et je n'ai pas mes pièces. Donc, le policier me dit, vous garez. J'ai dit, je peux téléphoner pour qu'on me les apporte. Il dit, ok, je vous permets. Donc j'ai téléphoné, on m'a apporté mes pièces. Très bien. Presque 45 minutes après. Ça c'est un cas. Non, je vous dis, non, je vous dis qu'ils peuvent bien travailler. Hein. Ils peuvent bien travailler parce que moi, ce que j'ai constaté, c'est que quand tu arrives à un endroit où quelqu'un est doté d'une autorité, commence par respecter sa position d'autorité. Mais docteur et ensuite, les rapports vont aller très bien. Vous dialoguez. Il y a ce problème de formation de nos forces de maintien de l'ordre qui se pose. L'actuel DGSN
a fait de cela, à son arrivée, son cheval de bataille, y compris le gouvernement, pour ne pas dire le chef de l'État, sur les méthodes de civilité des policiers. Quand vous allez dans un poste de police aujourd'hui, vous avez du mal à savoir si vous êtes Camerounais. Non, je tiens à vous dire que moi, c'est pas l'expérience que j'ai. Moi, j'étais bien traité par les policiers. Je vous dis que quand vous venez bien, vous traitez bien. Mais je dis aussi, parce que là, on aborde la question de la corruption, en disant, oui, la corruption, il n'y a pas un seul espace sur le plan national où il n'y a pas de corruption. Mais qui a dit le contraire? Voilà. Donc, stigmatiser celle de la police en particulier, je trouve cela. Maintenant, moi j'ai dit ici qu'il ne faut pas amalgamer. Il y a les commissariats, il y a des bons commissaires de police qui servent d'exemple justement. Mais à côté de ça, Sylvain fait un constat que moi je fais aussi. Sur le terrain, il y a des policiers qui gâchent la sauce, c'est chose dire. Il y a des brebis galeuses, vous l'avez dit aussi. Qui a fait l'amalgame ici? Personne. Et je suis en train de dire que, puisqu'on veut améliorer les choses, occupons-nous de ce qui ne marche pas. Ce qui marche déjà très bien, il faut encourager. Il y a des bons policiers, j'en connais personnellement. Mais à côté de ça, les images qu'on a vues circuler ces dernières semaines, la vidéo, Sylvain, mais c'est dégradant, et pour les citoyens, et pour la police. Donc il faut que ces policiers aussi essaient de faire honneur à leur corps de métier. Je fais confiance. En haut lieu, les autorités, ils vont gérer ça. Ça, je leur fais confiance. On espère bien. Merci. Très rapidement, on va prendre la première thématique en actu, là, très rapidement, sur le sommet. Sur le sommet de la CEMAC, qui a eu lieu le mercredi 18 à Yaoundé, présidé par le président Paul Biya par vidéoconférence, où il appelle à une union sacrée, finalement, ou à une sorte de solidarité des institutions de la CEMAC. C'est Saint-Germain. La vérité aujourd'hui, c'est que la CEMAC est considérée comme une sous-région où il y a une sorte d'instabilité en matière, au sommet de ces institutions, l'absence d'un ensemble de réformes institutionnelles sur le plan des lois, la question des élections, la question de la dévolution du pouvoir, la question de l'organisation de son économie aujourd'hui. La preuve, la CEMAC fait partie des pays ou alors des sous-régions qui semblent avoir balbutié pendant la Covid. On a vu comment l'Afrique de l'Ouest a pu dégager des moyens, des non-moyens pour gérer la Covid. Ça n'a pas été le cas pour les pays de l'Afrique centrale. Bon, d'abord, l'intitulé de ce sommet me semble un petit peu curieux parce que le Covid n'a pas encore dit son dernier mot. On est encore en plein Covid. La preuve, on voit partout les masques, même si sur ce plateau, les mesures de distanciation sont respectées. Mais quand on dit du post-Covid, c'est censé dire qu'on est dans l'après-Covid. Donc déjà, le terme me paraît un peu curieux. Post-Covid, ça veut dire que le Covid est terminé. Bon, c'est pas le cas, le Covid est encore là. Le FMI également, il pense à la fin de la pandémie. La pandémie est encore là. En mettant en place des stratégies pour refaire l'économie du monde. Pour déjà combattre le mal, la pandémie qui est encore là, me semble-t-il. Et donc parler de post-Covid me semble un petit peu aller vite en besogne. Maintenant, ce qui est important, c'est dire que ce sommet avait pour but, n'est-ce pas, d'évaluer la politique, comment dirais-je, aujourd'hui, qui sont endommagés avec cette pandémie, n'est-ce pas, du Covid-19, et de voir quelles sont les mesures de redressement qui auraient pu être prises, qui peuvent être prises pour justement réparer ces économies endommagées. Mais moi, je m'interroge deuxièmement sur le fait, est-ce un sommet CEMAC ou un sommet France-CEMAC? Je ne comprends pas la présence du ministre français, même si on ne l'a pas écrit. 20 ans de l'économie. Oui, dans un sommet d'Afrique centrale, je ne comprends pas la présence du directeur général, M. Emmanuel Moulin, du Trésor public français, dans le sommet, comment dirais-je, CEMAC. Je ne comprends pas la présence de Mme Kristalina Georgieva à ce sommet, effectivement, représentant du FMI. Je ne comprends pas la présence de M. David Malpass, président de la Banque mondiale, à ce sommet. Ça veut dire que c'est comme si on avait des parents. On était des enfants sous tutelle. Vous savez que la loi dit souvent que qu'un enfant est majeur mais handicapé mental, il doit avoir absolument un tuteur. Donc il y a de cela 500 ans, nos ancêtres étaient déjà sous esclavage.
il y a eu le Code noir édité par Napoléon, il y a eu ce que vous savez pendant la période de la communauté française où les Africains noirs étaient français d'office, par force. Il y a maintenant le néocolonialisme, je suis désolé de le dire, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas imaginer un sommet du Conseil d'Europe avec des Africains ou le président camerounais, ou je ne sais pas moi, quel vous adressez à qui? Je m'adresse aux responsables de l'Afrique. Prise de position. Il faut que nous Vous avez suivi revenions... le discours du président Paul Biya qui était, Oui, je ne parle pas qui est le discours. président en exercice, Je dis qui dans... présidait cette rencontre. Oui, je dis, je ne comprends pas la présence des gens qui ne sont pas africains à ce sommet. Je suis désolé. On n'a pas besoin de tuteurs. Nous sommes africains et capables de gérer nos problèmes par nous-mêmes. C'est Saint-Diamène. La Voilà. Covid n'est pas qu'une affaire du Cameroun. Non, on parle du sommet CEMAC. Oui. C'est un sommet CEMAC. Oui, qui devrait évoquer, qui évoquait les stratégies de relance économique. Il y a des sommets C'est de l'Union européenne. Parce que la Covid n'était que le problème de la CEMAC. Non, je dis que c'est un sommet des Africains, de l'Afrique centrale, qui touche, on n'a pas dit que c'est pas une pandémie, c'est une pandémie. Il y a des réunions en Europe, aux États-Unis, concernant le même sujet, on n'invite pas les Africains. Je regrette de le dire. Donc, il faut sortir de là, de ce paternalisme impérialiste. Parce qu'on ne peut pas continuer, nous, à subir tout le temps cette humiliation. Vous pensez que l'Africain est un grand enfant, incapable, n'est-ce pas, de résoudre ses problèmes? C'est l'impression que ça donne. Parce qu'aujourd'hui, en vérité, on veut nous imposer, n'est-ce pas, à travers ces fonds du FMI, à travers ces fonds de la Banque mondiale, une espèce... Vous êtes le chef d'État africain. Bien entendu. Et c'est pas la première fois. Pourquoi cette précision d'ailleurs? Mais ça va de soi. Je m'intéresse au chef d'État africain. Mais plus loin, c'est même aux populations africaines. Qu'on s'adresse. C'est pas la population africaine non, attendez. Dans une rencontre comme celle-là, docteur Richard Itoke. Quand nous parlons, et les auditeurs qui nous suivent, en fait, nous avons aussi le devoir de les instruire certaines choses. Il aborde un problème important qui est le problème de souveraineté. Et c'est sûr, parce que des débats comme ça ont aussi... Le débat sur la souveraineté semble être galvaudé. Attendez, non. Parce que ça nous arrange... Non. Oui. Non. Parce que c'est Saint-Diamène. Non. La souveraineté est évoquée dans les pays africains régulièrement quand ça nous arrange. Pourquoi? C'est pas important. Je pense que quand on parle de Je ne vais souveraineté... pas parler du niveau d'importance. Non. Je dis... Je ne vais pas parler du niveau d'importance. Je prends, parce que tout est lié en fait. Oui. Quand on voit le président, le directeur général du Trésor public français, monsieur... Attendez, Vous demandez de l'argent à la France pour faire tourner votre économie. Je parle de souveraineté. Écoutez, n'est-ce Je pas? parle de souveraineté. Quand je demande un prêt à mon banquier, dès lors qu'il a débloqué mon argent, je fais ce que j'en veux. Oui. J'ai l'obligation de le rembourser. Point final. Il n'a pas à venir m'assister. Non, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, quand on voit la présence de M. Emmanuel Moulin, le directeur du Trésor public français dans le sommet CEMAC, dont les Africains, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un lien, que vous le vouliez ou non, entre le CFA et la France. C'est la France qui bat monnaie. Un pays qui ne bat pas sa monnaie n'est pas un pays libre et souverain. Donc il y a aussi, Sylvain, une question de souveraineté monétaire. Bien sûr, je serai d'accord avec vous si vous mettez sur la table la question de la gouvernance. Je suis d'accord. Mais les deux ne sont pas antinomiques. Bien sûr qu'il faut bien faire, il faut bien travailler son argent, mais en même temps, nous avons, je fais référence à Tundian Pouemi, qui avait dit que on ne peut pas prospérer si le pays est sous l'esclavage monétaire. Donc il faut sortir du CFA. Or, dans le point 14, par exemple, de cette résolution, prise par les chefs d'État de la CEMAC, on dit au contraire qu'il faut renforcer la coopération avec les institutions de Bretton Woods, et en même temps, il faut redéfinir, n'est-ce pas, les relations de coopération qu'il y a. Alors là, c'est Saint-Diamène pour sortir avec vous sur ce sujet-là, pour être finalement complet là-dessus. Vous savez, j'ai évoqué la fragilité des économies des États comme les nôtres. Notre sous-région aujourd'hui, elle est poreuse en matière de véritable stratégie économique. La conséquence directe, c'est les prêts que nous prenons à tous ces organismes que vous évoquez. Je peux vous relancer. Les prêts, Vous parlerez de ça. D'abord, rassurez-vous, avec toutes les richesses que nous avons, on a toutes les richesses de matières premières, des ressources naturelles que nous avons, on a besoin de faire recours aux prêts. Alors, moi, je pense que les représentants du FMI, je suis dans le fond, et de la Banque mondiale, qui étaient présents au sommet, ne sont que des représentants de ces prédateurs, de ces bras séculaires. Non, mais c'est une vérité, Parce qu'il faut qu'on nous maintienne la tête sous l'eau.
absolument pas qu'on soit libre. D'ailleurs, les plans d'ajustement structurel, ça sert à quoi? C'est pour nous imposer. Non, vous ne pouvez pas. Non, mais c'est une réalité. Vous ne pouvez pas le nier. Est-ce que vous ne voulez pas, là, déporter les problèmes de l'absence de véritables stratégies de gouvernance dans la sous-région Afrique centrale et le poser. Bon, je prends un exemple. Un instant, le docteur est OK. Vous avez un cultivateur dans un village du Cameroun ou ailleurs qui sème du plantain ou du citron. Et il attend l'autorisation, par exemple, du chef du village pour récolter. Il est accroché donc à la réponse de ce chef du village, ou de ce maire, par exemple, ou de ce préfet. Le temps qu'il attend, le citron pourrit et le plantain pourrit. Maintenant, il n'est donc plus dans une rentabilité sereine. Il doit donc faire recours peut-être à ce chef du village pour demander un prêt, qui pour l'humilier encore va lui imposer les intérêts. Il doit payer non seulement le remboursement de la dette principale, mais également des intérêts. Ça fait que l'économie s'assombrit et c'est la pauvreté généralisée. Or aujourd'hui, si effectivement on transpose ce raisonnement, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, par exemple, en termes de réserve de change, les États d'Afrique centrale, l'Afrique francophone en général, font un dépôt de 50% de leurs avoirs de devises au trésor public français. L'argent qu'ils gagnent en dormant. 50% de nos devises. Et ce qui explique la présence d'ailleurs de M. Emmanuel Moulin, directeur du Trésor public français, à ce sommet-là. Et donc, tout est lié. Je dis que tant qu'on ne comprend pas l'importance de la souveraineté monétaire de nos États africains, ça veut dire qu'on n'a rien compris. On restera perpétuellement sous l'esclavage, même si on gouverne bien. Rappelez-vous, c'est Couturin 58. Quand M. de Gaulle s'en va, qu'est-ce qu'il fait? Il fabrique des faux billets, puisque c'était fabriqué en France, c'est toujours d'ailleurs fabriqué en France. Il injecte l'économie Guinée-Conakry, et puis c'est terminé. Et donc, je veux dire que ça continue aujourd'hui. C'est une monnaie coloniale, il faut en sortir. Ce qui ne nous absout pas de bien travailler, et de travailler notamment sur le maintien d'une bonne gouvernance. Merci. Docteur Richard Toquin, le problème de ce sommet aujourd'hui, en réalité, ce que nous évoquons là en termes d'enjeux, l'Afrique centrale, au regard de son économie aujourd'hui, dans le cadre de la gestion de cette pandémie, étouffe énormément. Alors, les chefs d'État se disent, on tend la main aux bailleurs de fonds, quitte à ce que nous soyons vassalisés. C'est peut-être le cas. On peut se le dire comme ça. L'essentiel, c'est sauver les vies. L'essentiel, c'est relancer la vie sociale dans le pays. On parle de la CEMAC. En réalité, il y a des fondamentaux. Et c'est à partir de ces fondamentaux que vous pouvez mener votre réflexion. Fallait pas dire. Est-ce que, la première chose, tout à l'heure, il a évoqué, revenons au franc CFA. Qu'est-ce que ça signifie le franc CFA? Le franc CFA, une des conditions qu'il a dit tout à l'heure, ça signifie que 50% de nos réserves sont dans les banques de la France, en France. En ce moment, la CEMAC dispose, le pays de la France, la zone CFA dispose environ 12 milliards d'euros dans les banques françaises. 12 milliards d'euros. Si on multiplie par 650, on voit ce que ça fait en termes de milliards de francs CFA. Quand nous avons besoin, et cet argent, qu'est-ce que la France en fait? La France va le prêter à d'autres sur la plateforme financière internationale et le place ailleurs, on lui paye des intérêts. Sur ces intérêts, la France nous prête de l'argent. Et en plus, elle a le culot de nous demander de lui payer des intérêts, de rembourser cet argent en lui payant des intérêts. Voilà la réalité du franc CFA. Donc, en réalité, ça veut dire que nous sommes quelque part prisonniers. On peut donc se demander, et ça se voit, tout à l'heure quand mon compagnoniste pose la question de la présence de la Banque mondiale, etc. Moi, je lis un peu un essai du discours du président. Il dit ceci: je tiens, discours de clôture, je tiens à remercier particulièrement nos partenaires au développement. Il y a Madame la ministre du FMI,
le président de la Banque mondiale, bon, c'est vrai qu'il y a le président de la Banque africaine de développement, et le représentant du ministre français de l'économie. Ce sont nos partenaires au développement, nos partenaires communs. Mais c'est pour ça que je vous pose la question. Est-ce que les chefs d'État ne veulent pas sauver les économies de l'Afrique centrale, quitte à être vassalisés? Je continue. Parce qu'ici, on a un problème de vie qui se pose, en fait, ou de survie. Nous sommes vassalisés depuis les indépendances. On est consentants surtout. Et on est consentant. On est vassalisés depuis l'indépendance. Maintenant, quand ces gars viennent juste pour qu'on leur donne des garanties que nous restons dans la logique de l'exploitation, d'être exploités par le capitalisme international, la mondialisation. Ça, c'est garanti-là que nous leur disons. Et quand les partis sont d'accord en se disant, bon, vous avez des économies qui restent exploitables. Ça, c'est garanti-là qu'ils viennent chercher. Ils ne vont pas vous aider à vous développer. Mais quand vous dites que dans l'argent, les dons de tirages spéciaux dont nous avons bénéficié là, ne nous apportent rien. Ça nous appauvrit. Je donne un exemple. Nous sommes, par exemple, dans la logique de culture de rente. Prenez quelqu'un qui fait du cacao. Il attend 1 an pour avoir de l'argent. Voilà quand nous avons réduit nos paysanneries. Tu prends ton cacao, le code c'est 1 fois par an. Quand tu as vendu après pendant 11 mois, tu fais comment? Alors qu'il y a d'autres modes d'exploitation où les gens peuvent avoir des revenus plus réguliers. En ce moment, toujours dans les exemples, il y a la pisciculture hors sol qui bat son plein. Mais le hic dans cette pisciculture, c'est que la matière première qui fait 70% de l'investissement vient de l'étranger. C'est l'aliment. Il est importé. En réalité, quand vous allez voir, nous avons des économies qui sont extrêmement extraverties. Or, cet argent, on aurait par exemple pu développer la pêche locale et avoir du poisson. Je donne un exemple. Prenez par exemple l'élevage du poulet. Pour élever un poulet, 70% de l'investissement provient de l'extérieur, c'est l'aliment, c'est la provente. Or, si vous élevez des lapins par exemple, pour élever des lapins, vous n'avez pas besoin d'importer quoi que ce soit. Mais là vous posez un problème de gouvernance. Cela suppose qu'il y a un problème de structuration de la gouvernance dans la zone CEMAC. Je n'ai pas fini. Tout à l'heure, vous allez voir comment cela se manifeste. Parce que sur une de nos thématiques, je ne veux pas extrapoler, on est là du PAD. Et là donc, on voit quelqu'un qui essaye de sortir du joug, c'est-à-dire de la domination occidentale. Et on voit après tous les bâtons qu'on lui met dans les roues. Parce que, je caricature, Bolloré, c'est l'Occident. C'est l'intérêt occidentaux. Si le port de douane, l'extraction du port de douane là. Bon. Est-ce que c'est Bolloré le TCS? J'ai pas fini. S'il faut prendre votre cas de figure. Non, je vais y c'est pas Bolloré qui auditionne Cyrus Ngo au TCS. Mais je vais y arriver. Comment est-ce que le capitalisme international opère? Vous croyez que Sankara a été tué par qui? Par ses frères. En réalité, quand on va vous embêter, on prend vos propres frères et on les achète. C'est ça le capitalisme international. On vous embête. Et à qui la faute? C'est nous-mêmes. C'est vrai que je disais tout à l'heure que nous avons un état de conscience. Quand tout à l'heure je parlais de corruption généralisée. Parce que quand on va chercher, en réalité, et c'est là le point important, je disais que quand nous débattons ici, c'est pour instruire ceux qui nous écoutent et ça amener à changer l'état de conscience. Parce que nous sommes dans un état de conscience. Tout à l'heure, par exemple, quand on dit que la corruption c'est l'autre. Non. Quand on arrive à se regarder soi-même à travers un miroir, nous réalisons que nous sommes dans un état de conscience où nous sommes incapables d'abord de savoir qui nous sommes, de nous prendre en charge, de choisir une destinée responsable. Parce qu'une destinée responsable, ça suppose un combat. Et très peu d'entre nous sont prêts à assumer cela dans un état de conscience. Mais je donne l'exemple de Cyrus Ngo pour dire que vous voyez quelqu'un qui vient, qui se dit, attends, mais ce Français-là, il nous exploite. Il prend tout notre argent. Bon, il se rebelle en disant les moyens qu'il peut. Quelqu'un m'a dit quelque part que mais Bolloré a une grande capacité de nuisance. J'ai dit oui, il a une capacité de nuisance. Cette capacité internationale, il va acheter d'autres Camerounais pour embêter, pour embêter. Et c'est ce que l'on voit. Ça veut dire que quand tu vas te lever pour essayer de t'opposer à cette exploitation ou à l'impérialisme, au capitalisme international, il va acheter tes propres frères pour te faire la guerre. Le message, c'est quoi? C'est que si chaque Camerounais ou chaque Africain noir, à un moment, prend conscience de ces tas de choses, et dans sa tête se recycle pour dire, on ne veut plus cela. Quand un noir a battu un autre va réapparaître. Et c'est ça notre vrai problème. Le problème, comment dire, je veux dire, du capital humain.
pour dire, ok, s'il y en a un qui se rebelle, ici il est abattu par le capitalisme international, qui peut le remplacer? C'est ça notre vrai problème actuellement. Et pour revenir, c'est là que nous sommes vassalisés, il n'y a jamais eu d'indépendance. Et quand on nous appelle nos particuliers, non, en fait, leurs maîtres sont venus, leur ont dicté des lois, ils leur disent, voilà comment vous faites. Et les maîtres ont envoyé des gens pour s'assurer que effectivement, les élèves obéissent aux ordres. C'est cela. Il ne sortira rien de nouveau. Ce n'est pas le premier sommet de la CEMAC qu'il y a. Ce n'est pas le premier. Maintenant, pour arriver au Covid, ça c'est un bel exemple d'une situation. Et je l'ai dit, le Covid ne nous intéresse pas. Nous, en Afrique noire, il ne nous intéresse pas. Quand on prend statistiquement le nombre de morts depuis 2 ans au Cameroun, nous n'avons pas, chez Sapol, on était à 1600 il y a quelques mois. On n'a pas 2000 morts après 2 ans. Le palu tue 11 000 personnes par an chez nous. Donc nous ne pouvons pas prendre ce problème comme les Occidentaux. Je passe mon temps à expliquer aux gens que nous sommes dans un environnement où notre mode de vie, l'écosystème, et notre gestion de stress nous rendent tellement forts que ce virus n'a pas pénétré comme les Occidentaux pensaient. C'était une force inouïe, une chance, mais une force inouïe. Donc nous ne pouvons pas gérer le virus de Covid comme les autres l'ont géré, ni l'aborder de la même manière. Mais comment on fait? On n'est pas une sous-région isolée du monde. Si cela a touché les économies, vous avez vu que des États ont fait recours à la planche à billets pour pouvoir relancer leurs économies. Oui, je vais dire quelque chose. Hein. C'est ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. L'ingénierie sociale, c'est des techniques pour amener les gens, manipuler les cerveaux des êtres humains dans une collectivité et les amener à penser. Est-ce que le Cameroun en est capable? Le président Paul Biya a appelé ses ministres à plus d'inventions. Je n'ai pas fini. Je vais dire qu'en Occident, cette pandémie, ils l'ont créée, ils veulent amener les gens quelque part. Et les gens suivent. Nous, en Afrique, on n'était pas obligés de suivre. Je ne nie pas la maladie, mais je dis qu'elle n'a pas la même pénétration ici chez nous que chez eux. D'ailleurs, moi, sur ce point, il y a une chose que j'ai appréciée, presque au niveau du Cameroun, c'est que lorsque le Cameroun a autorisé le traitement des clédas et a autorisé le traitement de mon confrère cardiologue, j'ai dit, quoi qu'on dise, ça ressemble un peu à ce que Félix Ngoga est en train de faire au port. Il y a des formes de résistance qui commencent à apparaître. Enfin, c'est un message subliminal qui est envoyé au Cameroun en disant, ce truc-là, ça se soigne, il n'a pas besoin d'autre chose. Non, on autorise à des fins, sans déployer des véritables moyens pour rendre ces produits accessibles auprès des populations. Réalité, je veux dire, traitement des clés d'auto-traitement, c'est notre pharmacopée. Elle est accessible à tous les Camerounais. Et moi, j'ai apprécié parce que c'était un message subliminal pour dire aux autres, pour dire aux gens, cette maladie se soigne. Pour leur dire... Mais ce sommet aurait pu, si les chefs d'État pensaient effectivement travailler en relation avec leur population, mettre sur la table une véritable relance à partir de... Ce sommet-là n'est pas là pour relancer quoi que ce soit. Ce sommet est là pour donner des garanties à l'Occident que nous restons exploitables à souhait. C'est le but de ce sommet. Toutes les discussions autour ne servent à rien. Quand ces gars-là viennent, c'est pour avoir des garanties. Vous dites que oui, on va faire ceci, on va faire ceci, on va faire ceci. Vous dites, ok, d'accord, on va vous donner de l'argent. Les garanties, c'est quoi? C'est que nous devons notre économie à la prédation du capitalisme international. Ça ne va rien nous apporter. Merci, docteur Richard Itoke. Je rappelle que le 671 10 10 27 est le code d'accès pour ceux qui veulent nous faire parvenir le SMS. Un SMS qui nous parvient de Yaoundé, du niveau de Sam. Il s'agit de celui de Thomas. Bonjour à tous les panélistes. En ce qui concerne la sécurité routière et la prévention de la vie des citoyens, nous savons que les FMO et les usagers sont tous des corrupteurs et des corrompus. Est-ce que la disposition de 100 d'Odan, par exemple, sur chaque axe routier ne réduirait pas à la fois la vitesse, le nombre de morts et la corruption, puisqu'on ne saurait
corrompre les deux dames. Il parle ni les traversées à vive allure, ni les traversées à vive allure. Les ministres, les diplomates et les transporteurs de fonds pourront emprunter les avions car ils sont coutumiers des axes de vitesse. C'est un message de Thomas qui nous écrit d'un Sam, ça c'est à Yaoundé. C'est le Saint-Germain pour être complet sur ce sujet. Est-ce que on n'est pas là chaque fois en train de vouloir démontrer aux populations, ce qui nous régale là, qu'on infantilise nos chefs d'État ou nos dirigeants? Mais je pense que je ne vous surprendrai. Ou nos chefs d'État s'infantilisent. Oui, je pense que je ne vous surprendrai pas en disant que je souscris totalement à ce que vient de dire le docteur Richard Itoke. Parce qu'en vérité, non seulement il y a vassalisation de nos pays, les États africains, c'est pas d'aujourd'hui, depuis très très longtemps d'ailleurs, mais il y a vassalisation, ce qui est encore plus inquiétant, consentante. C'est-à-dire, c'est un peu comme si une femme allait épouser son violeur. J'ai dit qu'il y a quand même un problème de fond. Si vous avez lu un peu Frantz Fanon, Les damnés de la terre, peau noire, masque blanc, et on ne peut pas comprendre comment, depuis autant de décennies, ou même si on remonte à l'époque de l'esclavage, que les Noirs qui ont été si humiliés, si martyrisés, si torturés, ne se libèrent pas. Moi, je me pose la question. D'abord, une question qu'il faut se poser à nous-mêmes, sans forcément rejeter la faute sur les autres. Parce que s'ils viennent, c'est parce que le champ est ouvert, c'est parce qu'on accepte. Si Bolloré est là, c'est parce qu'on lui dresse le tapis rouge, qui vient ici des contrats. Comme l'a dit tout à l'heure le docteur, ça veut dire que vous prenez par exemple dans les années 80 le cas de Burkina Faso, c'est Compaoré qui a été le bras de l'étranger pour venir assassiner son frère. Sylvanus Olympio au Togo. C'est pas encore établi, hein. Non. Je rappelle que le tribunal. Il y a un procès. Il est condamné, hein. Non. Attendez. C'est Saint-Germain. Le Vous tribunal. n'allez pas remettre en cause Le tribunal de Burkina Faso ouvre les audiences publiques dans le cadre de cette affaire-là. Vous fassiez votre cette métier. année. Je veux bien le mois de décembre. Je veux bien que vous fassiez votre métier. Permettez que mais ne soyons pas à ce point. À ce point aussi, il ne faut pas défier la mémoire africaine. On sait bien que monsieur, comment dirais-je, Sankara, a été assassiné. Et assassiné par qui l'on sait. Ça, c'est déjà établi. Maintenant, il y a d'autres exemples. Ce que je veux dire, c'est que, effectivement, vous savez ce qu'on enseigne dans les universités occidentales, américaines et européennes? L'Afrique ne doit jamais s'industrialiser. C'est écrit quelque part. C'est enseigné. Il y a une vidéothèque abondante sur le sujet. C'est ce qu'ils enseignent à leurs étudiants une fois qu'ils viennent aux affaires. Ça et quand on vous enseigne ça, c'est le Saint-Germain. Les idées reçues. Qu'est-ce que vous enseignez aux Africains? Les idées reçues. Aux Africains? Quand vous enseignez ça, quand vous revenez sur Yaoundé, une fois que vous êtes directeur général, vous fermez. Ça veut dire que quand j'évoque Frantz Fanon, ça veut dire que l'aliénation culturelle, c'est quoi? Ça veut dire qu'on vous assimile. Vous commencez à croire. Vous cessez d'être Camerounais ou Africain. Vous commencez à croire que les décisions viennent de vous. C'est Saint-Germain. Est-ce que vous cessez d'être Camerounais ou Africain? Ça dépend ce qu'on appelle Africain ou Camerounais. Si Africain veut dire faire allégeance aux Européens, à l'impérialisme occidental, non, c'est pas ça être Africain, je suis pas d'accord. Si Africain veut dire reconnaître notre potentialité, nos forces, nos richesses, alors là, il faut donc la mettre en pratique, et là, je serais fier d'être africain. D'ailleurs, il y a certains panafricanistes, comme Nkrumah, qui n'a eu de cesse, d'ailleurs, il a écrit un bouquin, l'Afrique doit s'unir ou périr. S'unir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend déjà conscience que nous sommes une civilisation, qu'on peut faire des choses, que dans le passé, nos frères ont fait des choses que les Européens ont copiées. Donc, si nous ne prenons pas conscience de ça, évidemment, on peut être que des vassaux. C'est pour ça que l'éveil, Sankara disait que un esclave qui ne veut pas prendre conscience de son esclavage ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Donc il nous manque cette prise. Regardez les Indiens qui ont été colonisés aussi par les Anglais, n'est-ce pas? Ils n'ont jamais perdu leur indianité, si j'ose dire. Hein? Regardez les Chinois colonisés par les Japonais. Ils n'ont jamais évoqué cela. Ils sont repris sur eux parce que la force vient de l'intérieur. L'extérieur, comme on le sait, je parle à l'humaniste, n'est que le reflet de ce qui est à l'intérieur. Donc ça veut dire que tant que nous, Africains, on ne prend pas conscience qu'on est Africain, qu'on peut, évidemment, il y a un problème de gouvernement
ou de gouvernance. Plus de conscience. Non, à la base. Comment avancer quand le soleil et la pluie ne sont pas tes seuls challenges? Comment avancer quand tu fais face à tant de difficultés pour assurer l'avenir de ta famille? Comment avancer quand dans les moments les plus embarrassants, tu es parfois sans solution? Et si MTN Momo te donnait une longueur d'avance au quotidien? Paye avec Momo en tapant étoile 126 dièse. MTN Momo, c'est plus simple, plus rapide, plus sûr. Jusqu'au 31 octobre, tous les paiements avec Momo sont jusqu'à 100% remboursés. Yeah! Wawanchou, est-ce que les Français vont l'accepter? Non. Pourquoi nous l'acceptons? Parce que nous sommes d'abord esclaves dans la tête. Nous sommes d'abord des nègres de champ dans la tête. Et le reflet, c'est qu'aujourd'hui, les gens viennent dans des sommets s'immiscer avec la bénédiction de nos chefs d'État. Et ça ne peut pas continuer ainsi. Donc il faut déjà une révolution, un sursaut patriotique africain, j'allais même dire panafricain, afin que l'Afrique puisse vivre debout. Parce que pour l'heure, on vit à genoux. On s'embout encore dans les dettes et puis on va relancer les plans d'ajustement structurel. On ne s'en sortira plus. Merci. Ce sera une dérive perpétuelle et l'Afrique ne pourra jamais se relever. Merci, Seigneur. Docteur Richard Etoke, on évoque là rapidement, on va évoquer ça pour sortir de l'émission. Le sujet du PAD. La gestion du port autonome de Douala semble faire problème. Plusieurs directeurs généraux de cette institution sont en Kondengui, à Newbel, d'aucun décédé. Et bien que morts, sont toujours poursuivis pour faute de gestion. C'est quoi le problème? La faute de gestion est présente dans toutes les sociétés publiques du Cameroun. Bon. Mais c'est la première fois qu'au port autonome de Douala, il ressort, bon, j'ai pas tous les éléments, mais il ressort que depuis 4 ans, la gestion est excédentaire, c'est-à-dire que nous faisons des bénéfices. Ça, c'est la première fois que je l'entends. Je n'avais pas entendu avant. En fait, c'est ce que pour une fois, nous avons eu des excédents au port de Douala, ce qui est excellent pour une société publique. Bon, maintenant, comme j'ai dit lui aussi, se retrouve avec une affaire au dos. Mais ça revient à ce que nous disions tout à l'heure. Il a fait des bénéfices au détriment de qui? Au détriment d'un suppôt de l'impérialisme, du capitalisme international. Et comme le capitalisme international est bras long, on prend ses propres frères pour l'achever. C'est un peu cela. Donc, si passe le TCS, à mon sens, il peut y avoir des fautes de gestion, parce que je connais pas le dossier, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de problème là-bas. Mais je me dis que ça peut être un prétexte pour l'enlever de là, parce qu'il dérange le capitalisme international. Il n'aurait pas dérangé, peut-être qu'on n'aurait pas embêté. Mais comme il dérange le capitalisme international, on se dit comment est-ce qu'on peut le déloger de là? Ah oui, voilà. Comme, il fait comme tous les autres, donc on peut s'appuyer dessus. Il ne dérange pas, il travaille bien. Il travaille bien, en fait, à mon sens. Donc C'est pour cela. Oui, je crois Qu'est-ce que... qui est le problème pour la gestion des entreprises publiques au Cameroun? J'ai évoqué le cas de Cameco en introduction là, où cela s'apparente, plusieurs entreprises publiques au Cameroun s'affichent comme des éléphants blancs, finalement. Oui, bon, le cas de Camerco est quand même assez sensiblement différent du cas du PAD, qui est une exception de bonne entreprise d'État gérée. Il ne faut pas mélanger les choses. Je pense que le problème de fond, c'est les réseaux mafieux france-africains qui se sont mis en branle pour faire payer à ce grand patron d'entreprise, c'est assez rare pour le souligner, mais il faut quand même le souligner, n'est-ce pas, les actes extrêmement révolutionnaires qu'il a posés pour une entreprise publique. Je rappelle que le PAD appartient à l'État, que c'est le président de la République qui a nommé M. Cyril Sungor, que son bilan est extrêmement prodigieux. Si j'en prends au compte des résultats, vous voyez par exemple qu'en
2016 quand il est nommé, directeur du port autonome de Douala, on n'est à même pas à 6 milliards de bénéfices, n'est-ce pas? Mais en 2017, pourquoi vous évoquez des chiffres fictifs? C'est pas évoqué, c'est des chiffres établis. C'est pas évoqué. Non. Ne faites pas. Laissez-moi parler. Yves Michel, je vous donne. Fosso avait élaboré, on avait présenté des tableaux comme ça dans le cadre. Je ne suis pas l'avocat du diable. Non, les chiffres sont établis. Sans toutefois prendre position que n'importe quoi. Je vous réponds donc en disant que les chiffres sont établis. En 2017. Vous dites qu'en réalité, il y a un chiffre d'affaires. Pourquoi il est au TCS? Le problème, c'est de comprendre le réseau france-africain mafieux qui veut la tête d'un patriote. Tout simplement. J'espère que d'ailleurs même, il a été remis en liberté, si j'ose dire, parce qu'il a passé pratiquement 13 heures d'audition, n'est-ce pas, au TCS. Il est rentré chez lui parce que beaucoup pensaient qu'il irait directement à Koningui. Malheureusement pour eux, il est rentré libre parce que, et je rappelle même, il semblerait que monsieur William Oko, qui est donc le chef, le commissaire divisionnaire, a quand même applaudi aux belles réponses de notre manager national, Cyrus Ngo, que je félicite sur ce plateau de Prime Media TV, parce que c'est assez rare pour le souligner, mais il faut le faire. Ce que je veux dire, quand vous regardez les chiffres de 2017, déjà un an seulement, après sa nomination, on passe de 19 milliards de chiffre d'affaires à 38, avec 355 millions déjà de chiffres de bénéfices réalisés. Dividendes distribués, pratiquement 1 milliard de dividendes distribués. En 2018, on est déjà 58 milliards de chiffre d'affaires. Contre, par exemple, 15 pour Bolloré, n'est-ce pas? En 2020, pour terminer... Vous évoquez Bolloré quand les populations... Parce que c'est lui le problème. Les populations ne voient pas Bolloré, c'est... Non, les populations, je leur explique, les populations qui nous sont quand même dans la... Dans quel moment Bolloré est évoqué dans cette affaire? Vous savez que... On parle des affaires de malversation. Vous savez très bien que M. Bolloré a été... D'évasion des capitaux. Oui, attendez. Non, attendez, je ne suis pas... Je ne suis pas... Il y a deux problèmes que je veux comprendre avec ce qui nous regarde. Je vais vous expliquer. Premièrement, il y a une question, un dossier judiciaire que je ne connais pas. C'est-à-dire, on parle de détournement, de 54 milliards, je ne sais pas quoi. Ça, je ne connais pas ce dossier. Mais je vous dis, pour comprendre cette affaire, pour un homme de l'envergure de M. Cyrus Ngo, qui a un bilan qui est établi, qui ne fait l'ombre d'aucun doute, parce que moi, je préfère, on parle de détournement, que je ne maîtrise pas, mais je dis, je préfère à la limite un homme qui détourne, mais qui apporte de la richesse, de la prospérité à son pays, qu'un homme honnête et incompétent qui appauvrit son pays. Moi, je constate que pour les Camerounais, monsieur est important pour nous. Maintenant, la question judiciaire, apparemment, les juges du TCS n'ont pas pu inculper, parce qu'on parle d'audition, parce que Sylvain parle d'audition. On n'en est qu'à la phase préliminaire. Ça veut donc dire qu'on l'a auditionné, il n'y a aucune charge pour l'heure, il n'est pas mis en examen. Je regrette de le rappeler ici, il n'est pas mis en examen, parce que quand on parle de détournement, il faut des preuves. Hein. Là, on n'en est qu'à la phase d'audition. On est là dans le temple judiciaire. Donc, par rapport à ça, il faut que ceux qui veulent l'accabler de ce grief apportent la preuve qu'il a détourné, ce qui n'est pas établi. Maintenant, je dis que ce qui nous intéresse, nous, c'est l'Afrique et c'est le Cameroun. Quand on a un bon manager qui crée de la richesse, pourquoi devrait-on l'écarter? Je rappelle que Bolloré n'a jamais avalé le fait qu'il a été écarté du marché de 2019. C'est ça le vrai problème, parce que... Alors que, oui, justement, son contrat est venu à terme, l'État n'a pas renouvelé. Il n'a pas renouvelé. Et puis d'ailleurs, monsieur Cyrus Ngo, il travaille pour le PAD. Vous êtes son avocat? Je suis sur le Saint-Germain, je suis homme public, et je défends la patrie. Est-ce que vous avez des faits? Est-ce que vous avez les éléments de ce dossier? Je dis que sur le plan judiciaire, vous parlez du TCS, il a été auditionné. Aucune charge n'a été retenue contre lui. Il est rentré libre chez lui. Vous il n'est pas condamné, il n'a même pas mis en examen. Vous n'êtes pas le premier directeur général du PAD. Non, je n'ai pas dit. J'ai évoqué avec Richard et Dr Richard Etokela le fait qu'on a plusieurs directeurs généraux qui sont en Koningui, d'autres décédés, avec des procès en instance. Il y a eu des vrais détournements de fonds qui sont en Koningui. Je parle de Cyrus Ngo. Comment on établit ça? Mais ils sont condamnés. Avec ce cafouillard, quand condamnés. Vous évoquez Bolloré comme l'arbre qui casse la forêt. Oui, je le maintiens. Je maintiens que c'est une affaire france-africaine.
C'est des réseaux mafieux qui sont mis en branle pour couper la tête à un grand dirigeant. Parce que c'est rare. Tout à l'heure, le docteur Etoko disait qu'il dérange. Oui, je suis d'accord avec ce terme-là, parce que quand vous dérangez l'Occident, c'est que vous êtes un bon dirigeant de votre pays. Donc, moi, je suis en train de dire que Monsieur Sirungo est un excellent directeur, l'un des plus grands managers du Cameroun. Enfin, nous voulons des gars comme ça qui... On en est aujourd'hui à 6 milliards de dividendes redistribués, n'est-ce pas, aux partenaires et aux actionnaires. Donc ça veut dire que qu'est-ce qu'on veut finalement? On veut l'émergence, on veut la prospérité, on veut la création des richesses, ou on veut des gens qui subissent la vindicte populaire. Il faut choisir. Moi je veux un bon manager pour le pays, qui crée les emplois. Regardez un peu sur le plan de la sécurité. Mais aujourd'hui, quand vous rentrez au port, moi j'y étais il y a un an. C'est ça, effectivement. Hein. Oui. La propreté, Bolloré c'était l'insalubrité, c'était les détournements. 96%. Non, mais Bolloré c'est un mafieux, c'est un esclavagiste. Tout le monde le sait. Donc pourquoi ne pas le dire? Non, il faut dire la vérité. Non, on dit la vérité. Mais là, on ne parle pas des gants. On dit la vérité comme merci d'être venu. Oui. Merci. Merci à vous. Merci également. Merci à Célestin Djamed, merci à ceux qui nous ont suivis. Un dernier SMS qui vient de Gervais Segoué. Il dit, je vous suis de bout en bout depuis le début de cette émission et d'ailleurs tous les dimanches. Très bonne émission. Longue vie à cette émission et à son présentateur Sylvain Tchokoga. Merci à nouveau. On vous redonne rendez-vous dimanche, lorsqu'il sera 10h sur les antennes de MyMedia Prime Télévision, avec un autre panel et d'autres sujets d'actualité. Restez sur la télévision du futur. Ce soir, lorsqu'il sera 16h passé de 30 minutes, retrouvez la première rediffusion de cette émission. Et mercredi, lorsqu'il sera 21h passé de 30 minutes. À dimanche, 10h. Restez sur la télévision du futur, MyMedia Prime.